Salut, Josh ici. Et voici comment les États-Unis ont anéanti toute la force aérienne iranienne. Le 28 février 2026, l'opération Fureur épique entre en action. Les forces américaines et israéliennes mènent des opérations militaires contre le régime iranien. Après des semaines de préparation, des centaines d'appareils américains et 200 avions de chasse israéliens décollent. Les détails sont très flous, mais on sait que les avions israéliens ont été déployés pour masquer leurs intentions. Alors que les États-Unis attaquent au sud et Israël à l'ouest, les avions israéliens prennent des détours, survolant la mer puis l'espace aérien d'autres pays. Ils convergent ensuite pour une frappe massive et parfaitement coordonnée, avec impact simultané, contre l'Iran. L'armada aérienne doit d'abord neutraliser la capacité de l'Iran à les abattre. L'Iran, méfiant envers la puissance aérienne occidentale, a développé un vaste réseau de défense aérienne. La guerre de 12 jours menée par Israël contre l'Iran, en 2025, montre que les défenses aériennes iraniennes sont localement neutralisées par l'équipement occidental moderne. Le réseau de défense aérienne iranien comprend le système de missiles solaires Bavar 373, une version produite localement du S-300 russe. Le Bavar 373 est le système de défense aérienne longue portée phare de l'Iran. Pour les menaces à basse et moyenne altitude, l'Iran déploie les systèmes de missiles solaires Mersad et Qaddaïr. Le cadre est une version mobile du Mersad, conçue pour se déplacer rapidement et tendre des embuscades aux avions ennemis dans des endroits inattendus. Bien que doté de nombreux systèmes, le réseau de défense aérienne iranien était jugé fragile, avec de multiples faiblesses, pouvant compromettre la défense contre les frappes. Pendant la guerre de 12 jours, Israël avait obtenu la supériorité aérienne totale en quelques jours, ce qui lui permettait d'opérer en toute impunité, même au-dessus de Téhéran. Cela a surpris les observateurs mondiaux, depuis longtemps inquiets des capacités des défenses aériennes tant vantées de l'Iran. Pourtant, l'armada aérienne ne peut prendre aucun risque, parce que, même si les F-22, les bombardiers B-2 et les F-35 peuvent probablement opérer librement, au-dessus de l'Iran, la majorité de la puissance alliée reposait sur des avions de 4e génération pour éliminer l'aviation iranienne, après avoir détruit ses défenses aériennes. L'attaque débute par une grande opération cybernétique du Cyber Command et du Space Command, visant les capteurs et communications iraniennes. Au lieu de cibler directement des cibles individuelles, l'opération cybernétique vise les points faibles de l'infrastructure numérique iranienne. Cela dégrade la capacité du régime à communiquer ou à établir une image claire de la situation. Le but d'une opération cybernétique n'est pas de rendre complètement aveugle et sourd un ennemi. Il est douteux que les capacités des États-Unis soient si larges. Ils ont plutôt cherché à semer la confusion et à freiner la réaction de l'Iran. Les unités individuelles de défense aérienne devraient s'appuyer sur des capteurs locaux, plutôt que de recevoir des données via les réseaux. Les commandants locaux sont incapables de maintenir les communications en temps réel nécessaires pour coordonner la défense. À l'échelle régionale, les États-Unis transforment efficacement un gros problème en de nombreux petits problèmes. Les premiers tirs officiels de la guerre viennent des missiles Tomahawk et d'armes de frappe à distance lancées depuis le sol, comme le nouveau missile de précision de l'armée ou le missile Prism. Conçu pour remplacer le système de missiles tactiques de l'armée MG-140 ou Attack-MS, le Prism est plus petit, ce qui permet à un HIMARS d'en transporter 2. Malgré cela, il a la même puissance de frappe et peut parcourir une distance plus grande et plus rapidement. Les Tomahawks sont lancés depuis des navires américains, et on pense aussi qu'au moins un sous-marin de classe Ohio, converti, repensé, pour transporter des missiles de croisière, le navire Arsenal de classe Ohio, transporte 154 Tomahawks, assez pour détruire des armées ennemies entières. Parmi les centaines de Tomahawks tirés, un seul a retenu l'attention mondiale, un Tomahawk noir, filmé lors de son lancement par un navire américain. Image officiellement publiée par le CENTCOM signale clair que les États-Unis veulent montrer au monde qu'ils tirent. Le nouveau missile Tomahawk Maritime Strike peut cibler les navires ennemis. Son revêtement noir absorbe probablement les ondes radar pour échapper aux défenses adverses. L'attaque à distance cible des sites radars ou unités mobiles, confirmées en position fixe par satellite et autres moyens de reconnaissance. Il s'agirait d'abord des radars de surveillance à basse fréquence et à large couverture, conçus pour alerter en cas d'attaque aérienne imminente. En volant à basse altitude, les Tomahawks échappent à la détection et réduisent le temps d'alerte pour les commandants iraniens. Dans une vidéo, un Irakien a filmé une nuée de Tomahawks passant à seulement 30 mètres au-dessus de sa tête. Certains de ces missiles visent les radars haute fréquence et les batteries de défense aérienne. Privée de radars longue portée, la défense aérienne iranienne a peu de temps pour réagir aux essaims de missiles. Jusqu'à présent, tous les signes montrent que leurs défenses n'ont pas réussi à intercepter les cibles qu'elles étaient censées arrêter.
Les prochaines cibles du barrage de missiles sont les centres de commandement, de contrôle et les bases aériennes avec des avions de chasse en alerte. Elles sont touchées par des Tomahawk et Prisms. La charge utile du prisme perce d'énormes trous dans les pistes, immobilisant les avions ennemis. Les frappes sur les centres de commandement et de contrôle sont très efficaces. Après la guerre de 12 jours, l'Iran s'est entraîné à réagir plus vite et à plus grande échelle. Pourtant, dans ce nouveau conflit, leur réponse initiale est fragmentée et n'obtient aucun effet stratégique réel. Et cela malgré le fait que le pays dispose de milliers de missiles et potentiellement de dizaines de milliers de drones. On sait que l'Iran avait délégué l'autorité de riposte à des commandants de niveau inférieur. Israël a exploité une vulnérabilité critique pendant la guerre de 12 jours. La dispersion des premières représailles iraniennes montre que les frappes précises des États-Unis et d'Israël sur les centres et réseaux de commandement et de contrôle ont empêché toute coordination à grande échelle. Au lieu de cela, les commandants individuels semblaient réagir comme ils le jugeaient approprié, ce qui a conduit à un grand nombre d'attaques. Ce n'est pas suffisant pour submerger les défenses aériennes ou endommager sérieusement des cibles bien protégées. Malgré plusieurs attaques et de graves destructions, l'installation navale de Bahreïn avait déjà été en grande partie abandonnée par les États-Unis, la laissant peu défendue. Face à des cibles bien protégées, l'Iran ne perce guère les défenses antimissiles. Le monde reste en alerte alors que les événements évoluent vite. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour suivre l'actualité, ou simplement vous distraire pendant le chaos. Puis, des plateformes furtives pénètrent l'espace aérien iranien, endommageant ou détruisant des sites clés de défense aérienne. Des flottes de F-35, F-22 bombardiers B-2 et de drones à faible détectabilité commencent à ouvrir la voie pour les avions non furtifs. La flotte furtive d'Israël et des États-Unis vise à éliminer les cibles ayant survécu à la première salve, frappant des menaces moins dangereuses. Les chasseurs furtifs visent les cibles secondaires de commandement et de contrôle, tandis que les B-2 effectuent des frappes classifiées, probablement contre les cibles iraniennes les mieux protégées. Le F-22 fournit probablement une couverture aérienne au F-35 et au B-2. C'est un assassin furtif dans le ciel, défiant tout chasseur iranien de décoller. Les F-35 mènent des frappes ultérieures sur les bases aériennes, ciblant précisément des avions avec des bombes de petit diamètre et détruisant les hangars où ils sont stockés et prêts à intervenir. Des dizaines d'appareils iraniens sont détruits le premier jour. L'incapacité des défenses aériennes iraniennes à abattre un seul avion semble dissuader l'armée de l'air iranienne de tenter le coup elle-même. Nous savons que l'armée de l'air iranienne a participé aux représailles et a presque provoqué une catastrophe pour les forces alliées. Volant à seulement 25 mètres du sol, 2 avions d'attaque Su-24 iraniens atteignent presque la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. À seulement 2 minutes de leur cible et ayant complètement évité les défenses aériennes, les Su-24 sont découverts par une paire de F-15 qataris et immédiatement détruits. À ce stade, quelques avions conventionnels entament leurs opérations en Iran. Selon le CENTCOM, des F-16, des F-18 et des avions de guerre électroniques EA-18G participent à des frappes contre les systèmes de défense aérienne intégrés de l'Iran. Ces avions ciblent les défenses mobiles déployées après les premières attaques, non touchées par les premiers missiles. Les avions entrants utilisent une nacelle HTS, ou système de ciblage HARM, qui leur permet de détecter les radars ennemis et de les localiser précisément. C'est une mission très dangereuse, mais c'est sans doute celle où les États-Unis excellent le plus, vu leur dépendance à la puissance aérienne. Les nouvelles nacelles de guerre électroniques seront sans doute utilisées en Iran, permettant de les tester en conditions de combat réelles. Les premières cibles sont la grande flotte de F-4 Phantom de l'Iran, héritée de la révolution iranienne, et la chasse à la petite flotte nationale de MiG-29 russes commence également. Ces chasseurs récents sont la plus grande menace pour les forces aériennes alliées. Le Yak-130 avion d'entraînement livré à l'Iran avant l'achat d'avions russes modernes peut menacer les bombardiers ou avions d'attaque. Cependant, le F-35 israélien a détruit l'avion iranien peu après son décollage. Peut-être que l'aspect le plus douloureux de la destruction des forces aériennes iraniennes est la traque de sa flotte de F-14 Tomcat. Acheté juste avant la révolution, le F-14 représente toujours une menace importante, même aujourd'hui. Conçu pour intercepter les bombardiers russes, menaçant les groupes aéronavals américains, la grande vitesse du F-14 représente un risque important pour les avions de soutien et les chasseurs américano-israéliens. On ne sait pas si l'un des F-14 de l'Iran était encore opérationnel avant la guerre. Le pays les cannibalise pour maintenir une flotte réduite en état de vol, mais il semble qu'aucun ne prenne l'air.
Les frappes israéliennes ayant détruit les avions au sol et les États-Unis ayant démantelé les F-14 retirés pour bloquer l'accès aux pièces, le Tomcat autrefois célébré est désormais officiellement éteint. Au troisième jour de la guerre, le réseau de défense aérienne iranien était presque détruit. Cela se voit au nombre croissant d'avions de combat transportant des JDAM et d'autres munitions non tirées à distance de sécurité. Grâce à la supériorité aérienne, les avions alliés n'ont plus à viser des cibles lointaines et peuvent risquer d'utiliser des armes conventionnelles pour attaquer. Le nettoyage de la force aérienne iranienne commence véritablement. Des avions d'attaque volant à haute altitude utilisent des bombes de petit diamètre pour détruire les avions au sol un par un. Tout, des avions de transport aux chasseurs en passant par les avions d'entraînement, est visé dans un effort systématique pour éliminer toute menace restante que la force aérienne iranienne pourrait représenter. La traque de 2 semaines a été si minutieuse qu'on estime que l'Iran mettra des décennies à reconstituer une force aérienne importante. Encore une fois, il est probable que la force aérienne iranienne aurait pu être détruite au sol encore plus rapidement. Mais la priorité la plus élevée est donnée aux missions de recherche et de destruction, visant les lanceurs de missiles et les installations de drones. Dans une opération rappelant la chasse aux Scuds de la tempête du désert, les forces aériennes alliées tractent et éliminent les lanceurs iraniens, avec une telle efficacité qu'au 4e jour, les lancements avaient diminué de 90%. Les villes de missiles iraniennes constituent un lourd handicap. Celles-ci ont été conçues en tenant compte de la perte de la supériorité aérienne, comme un endroit où les missiles peuvent être stockés et lancés en toute sécurité, tout en étant protégés profondément sous terre. Malgré la difficulté à localiser ces installations, le réseau de surveillance spatiale américain identifie vite les emplacements. Les lancements de missiles balistiques ressortent sur les satellites de surveillance infrarouge comme un projecteur dans une pièce sombre. La puissance aérienne américaine cible désormais les bases de missiles enfouies, au lieu de les anéantir totalement. Les attaques ciblent entrée et sortie, piégeant les véhicules de lancement et détruisant les puits servant au tir des missiles. Une grande partie des missiles iraniens n'est pas détruite, mais reste inaccessible, enfouie sous des débris. On soupçonne également que le bombardier B-2, le tueur furtif américain venu des airs, ait participé aux attaques. La célèbre bombe pénétrante GBU-57B larguée pour la première fois sur les installations nucléaires iraniennes lors de la guerre de 12 jours aurait été utilisée à nouveau sur au moins un autre site, selon certains éléments. Les images satellites du site Talagan 2 montrent un schéma de 3 impacts, correspondant étroitement au schéma des frappes précédentes. L'installation avait été renforcée avec du béton et enfouie sous des tonnes de terre à la suite directe des frappes américaines. En 2025, les images satellites montrent que cela n'a peut-être pas suffi à la protéger. Au fur et à mesure que la guerre aérienne américaine évolue, et que la puissance aérienne iranienne disparaît, les opérations aériennes s'amplifient encore. Au moment de la rédaction, la puissance aérienne alliée frappe déjà des cibles. Aussi petits que les points de contrôle des Basij, les Basij sont la milice soutenue par le gouvernement iranien, et ont joué un rôle clé dans la répression et le massacre de dizaines de milliers de manifestants avant cette guerre. Malgré la perte de drones, viser des cibles aussi petites que des points de contrôle routiers montre que l'armée de l'air iranienne et ses défenses anti-aériennes sont détruites. Au mieux, le pays ne représente plus qu'une faible menace provenant de quelques défenses aériennes mobiles ayant survécu, qui peuvent être difficiles à localiser à l'avance. Pour une vue d'ensemble sur l'escalade de ces opérations, regardez notre vidéo. Voici comment la Troisième Guerre mondiale commence, les États-Unis contre l'Iran. Ou cliquez sur cette vidéo.